Question Antiquité. Un indice. Chez vous. Je suis un militaire de l'Antiquité tardive, chevauchant à la tête de mes cavaliers à travers toute l'Europe. Mon nom commence par A, je suis... Attila! Et non, il s'agit de Flavius Aetius. De qui? Flavius Aetius est un militaire de la fin de l'Empire romain. Méconnu du grand public, il eut pourtant une vie riche en rebondissements et a laissé son empreinte dans l'histoire. Faisons un point rapide. En 395 après Jésus-Christ, l'Empire romain, qui s'étendait alors tout autour de la Méditerranée, vient d'être divisé entre l'Occident, avec comme empereur Honorius, et l'Orient, avec à sa tête Arcadius. À cette époque, les Romains, il n'y en a plus beaucoup. Entre les migrations, les invasions, les alliances, les barbares sont largement majoritaires dans l'Empire. Les empires. Définissons ce qu'est un barbare. C'est lui. Non, pas du tout. De nos jours, on pourrait traduire cela par étranger. Barbare signifie tous les gens qui ne sont pas originaires de Rome et de ses environs. Barbare dérive du mot grec barbaros, qui signifie ceux qui ne parlent qu'en disant barbare. Flavius Aetius est né aux alentours de l'an 395 d'un père militaire d'origine scythe et d'une mère romaine, probablement à Durostorum, l'actuelle Silistra, en Bulgarie. Les Scythes sont un peuple nomade d'Europe centrale que les Romains engageaient alors pour garder leurs frontières délimitées par le Danube. Bien que barbare, son père n'en était pas moins magister milites, ce qu'on traduirait aujourd'hui par général. On n'a pas beaucoup de détails sur sa jeunesse, mais on sait qu'il a grandi à la cour de l'empereur d'Occident, d'abord à Milan puis à Ravenne, sous la régence de Stylicone. Un régent est un adulte qui prend le contrôle du royaume si son chef est trop jeune pour le diriger. En effet, l'empereur Honorius n'avait que 11 ans en 395. Et savez-vous quelle est la particularité d'Honorius ? C'est l'empereur qui régnait 6 mois sur 12. En 28 années de règne, il n'a pas eu moins de 10 usurpateurs, parfois pendant quelques mois, parfois pendant plusieurs années. Ils sont dans une dynamique de coup d'État. Enfin là, c'est plus une dynamique, c'est un sport national. On peut dire que c'est lui qui a inventé l'intérim. Consul, dictateur, général. Avec Adécus, vous trouverez un contrat approprié. Adécus, le spécialiste de l'intérim gouvernemental. Adécus. En 405, à l'âge de 10 ans, Aetius est envoyé comme otage pour une durée de 3 ans à la cour d'Alaric, le roi des Visigoths, en Mésie, région située autour du Danube, puis chez Ruga, le roi des Huns. Comprenons-nous bien, dans ce contexte, des otages ce n'est pas si dramatique que ça. Les otages sont échangés entre deux royaumes pour préserver la paix, donc celui qui accueille a tout intérêt à bien traiter ses otages. Les Visigoths étaient un peuple qui venait d'Europe du Nord, comme les Vikings et les meubles Ikea, et les Huns étaient de sympathiques cavaliers qui venaient d'Asie centrale. Effectivement, ils ont l'air très sympathiques. Pour l'instant, tout ce beau monde vit encore en dehors des frontières de l'Empire. De 407 à 423, nous perdons la trace de Flavius Aetius. Sans doute parce que de 12 à 28 ans, il finit son apprentissage et commence sa carrière militaire sans tambour ni trompette. Nous retrouvons Flavius Aetius en 423. Il a alors 28 ans, il est officier et gouverneur du palais, à en croire l'historien Grégoire de Tours, une place qui correspondrait grosso modo au poste de sénateur. Il mène une double carrière, militaire et politique, et on verra par la suite qu'il excellera dans les deux. En août de cette année, l'empereur Honorius meurt de maladie. C'est sans doute le seul dans cette histoire qui meurt de cause naturelle. Et il laisse pour unique héritier Valentinien, âgé alors de 4 ans. Le Sénat nomme empereur un de ses membres, un dénommé Jean, pour le succéder. Mais l'impératrice Gallia Placidia et son neveu, l'empereur d'Orient, ne l'entendent pas de cette oreille. Et nous sommes partis pour une guerre de succession. Jean envoie Aetius chez les Huns avec de l'or pour acheter leur soutien. De son côté, Gallia Placidia rassemble des légions qui lui sont fidèles et file
vers Ravenne. Aetius, à la tête des Huns, redescend vers l'Italie, vers Ravenne lui aussi. La course jusqu'à Jean est lancée. Aetius arrive trop tard, Jean est déjà mort. Gallia Placidia reprend le pouvoir. Suite à cet épisode, l'armée des Huns qui suivait Aetius est licenciée et est priée de gentiment sortir de l'Empire. Valentinien est proclamé empereur le 23 octobre 425. Il a alors 6 ans et c'est sa mère Gallia Placidia qui devient la régente. Belle joueuse, elle laisse Aetius poursuivre sa carrière militaire et politique à Rome. Entre 426 et 429, Aetius est généralissime en Gaule. Généralissime, c'est le grade au-dessus de général. Un peu comme le schtroumpfissime. Excusez-moi. Durant ces années-là, il bat les Bagodes en Armorique, il repousse les Francs ripuaires au-delà du Rhin et il bat les Francs saliens. Tout cela grâce à ses armées romaines et à ses alliés, les Huns. Les Bagodes, les Francs ripuaires et saliens, les Huns. Mais rassure-moi, il en reste encore des Romains dans l'Empire romain? Eh ben non, pas tant que ça. Depuis plusieurs années, Rome n'assure plus ses frontières. Les barbares entrent et sortent un peu comme ils veulent. Parfois Rome les engage comme mercenaires, parfois Rome les combat. Oula, ça a l'air compliqué cette affaire. Mais non, c'est très simple, on peut résumer ainsi. Tu me donnes de l'or, je te fiche la paix. Tu me donnes pas d'or, je vais tout cramer. Après avoir à peu près rétabli la paix en Gaule en 429, Flavius Aetius est désormais l'un des favoris de l'impératrice Gallia Placidia. Un des favoris? Eh oui, car Boniface, sénateur et général, bénéficie aussi des faveurs d'Adam, sauf que lui, il se bat en Afrique. Or, Valentinien étant encore mineur, tous les deux se voient sans doute très bien à la place de régent. L'affrontement entre tous les deux dégénère et ils règlent ça face à face avec leurs armées. Finalement, en 432, Boniface meurt des suites de ses blessures de la bataille de Rimini. Donc si je résume, l'Empire est ruiné, les ennemis sont partout, et eux, ils se tapent dessus pour savoir qui est le plus fort. Ouais, pour prouver que t'es un homme, faut que tu te bastonnes. Merci pour cette fine analyse comportementale. Gallia Placidia, un chouïa énervé par la tournure des événements, nomme finalement Sébastien, son gendre, comme régent. Sauf qu'Aetius arrive l'année d'après en Italie avec ses alliés les Huns menés par les deux rois, Attila et Ruga. Sébastien l'attend de pied ferme. Ou pas. En fait, Sébastien abandonne son poste, sa belle-mère et il s'enfuit à Constantinople avec sa femme. Aetius épouse dans la foulée Pélagie, la veuve de Boniface. Vous vous souvenez, celui qui l'a tué un an plus tôt? Sympa les mœurs de l'époque. Il y aurait eu du sang, ça aurait été romantique. Pélagie est d'origine wisigothe et princesse de surcroît. Elle est décrite comme une femme au caractère bien affirmé, allant jusqu'à l'accompagner en visite diplomatique et même sur les champs de bataille. Pour couronner le tout, Aetius est nommé consul. Il a alors 38 ans et accède au poste politique le plus prestigieux de la Rome antique. Pendant les 12 années qui suivirent, de 435 à 447, Aetius partage son temps entre les champs de bataille et son poste de consul au palais de Ravenne. Il bat de nouveau les Bagodes, les Francs et les Visigoths. Mais toutes ces victoires, Aetius les doit à ses alliés les Huns et à son roi Attila, qui compose l'essentiel de son armée. Et c'est là que tout se corse en 450. Parlons un peu d'Attila. Vous vous imaginez quoi en entendant ce nom? Brutal, sanguinaire, barbare, sans culture? Oui et non. C'était un guerrier, c'est vrai. Mais une grosse brute? Non. Il se faisait volontiers passer pour un rustre auprès des Romains. Mais il parlait visiblement plusieurs langues, était un excellent stratège et a réussi à faire passer son peuple de petite troupe de cavaliers nomades mercenaires à terreur de l'Occident. Notamment en rackettant les empires limitrophes du sien et en créant lui-même son propre petit empire à côté de celui des Romains. Un gars sympa, quoi. En 450, Attila réclame à Rome une très forte somme d'argent et des terres, notamment la Gaule. Pourquoi? Il y a deux versions de l'histoire.
Une qui a l'air normale et banale, et une autre qui ressemble à un scénario d'un Zelda sous testostérone. La banale, c'est les 1 veulent des sous, Rome veut pas, du coup les 1 montent sur leur chevaux, et boum, ils partent pour tout brûler. Vous voulez la version Zelda maintenant? Oh oui, oh oui, oh oui, oh oui. Allez, envoyez la musique! Honoria, la sœur de l'empereur, est tenue recluse à Constantinople depuis que son frère Valentinien l'a écartée du trône. La pauvre princesse envoie alors une bague à Attila, le roi des Huns, pour lui réclamer son aide. Celui-ci, romantique à ses heures, prend cela pour une demande en mariage. Attila accepte, Ben voyons, il n'en était pas à une épouse près. et comme c'est quand même le roi des Huns, il demande au frère de sa future épouse de lui céder la Gaule, en dot, en cadeau de mariage si vous voulez. Évidemment, Valentinien refuse tout net, vu qu'il tient à ce que sa sœur reste enfermée loin de chez lui, et que la Gaule, ça représente quand même un quart de son royaume. Ni une ni deux, Attila monte sur son cheval et... C'est là que je peux me permettre la blague. Il était tout seul, celui-là? Non, ils sont plusieurs, des dizaines, des milliers, des centaines de milliers. Et ils partent à travers toute l'Europe jusqu'à la Gaule. Évidemment, au passage, ils font un peu de dégâts. Peu importe la version de l'histoire. Au final, ce qui compte, c'est que les Huns arrivent en Gaule en 451. Aetius prend le contrôle des opérations. Il part du palais de l'empereur, file en Gaule et rallie les derniers soldats romains qu'il trouve sur son passage. Et s'allie aux Francaliens de Mérové et aux Visigoths de Théodoric. J'ai une petite anecdote rigolote. Te connaissant, je m'attends au pire. Sangiban, le roi des Alains, Les Alains, c'est encore un autre peuple de Germains qui vit en Gaule. bref, Sangiban veut donc donner la ville d'Aurelianum à Attila. Aurelianum, c'est comme ça qu'on appelait Orléans. Sauf que Mérové et Théodoric, ils sont pas d'accord du tout. Ils viennent, ils rasent la ville pour montrer à Attila qu'il peut aller se brosser et qu'il peut repartir chez lui. Et en plus, ils prennent Sangiban, les Alains, et ils les forcent à se mettre devant lors de la grande bataille avec les Huns pour arrêter les flèches avec la tête et bien apprendre ce que c'est que le courage. Effectivement, je suis pliée en deux. L'été 451, au champ catalonique près de Châlons en Champagne ou de Troyes, l'armée romaine rencontre la horde sauvage d'Attila. Pourquoi tu ronchonnes? Parce que chez les Huns, on trouve des Huns, d'accord. Mais on trouve aussi des tas de Germains qu'il a ramassés au passage, le Attila, et des Ostrogoths. Ah, je les connais pas ceux-là. Bah, c'est des Germains. Comme d'hab. Et que les légions romaines d'Aetius, on y trouve quelques Romains, mais on y trouve aussi des Francaliens, des Burgondes, des Visigoths, des Alains. Ça devait être un beau bazar sur le champ de bataille. Je te le fais pas dire. On sait peu de choses sur la bataille, si ce n'est qu'elle dura plusieurs jours, au moins 3, et qu'elle fut particulièrement meurtrière. Entre 30 000 morts selon la police et 300 000 selon les manifestants. À l'issue de la bataille, il n'y a ni vrai vainqueur ni vrai vaincu. Les Romains se retirent du champ de bataille, les Huns restent quelques jours, puis repartent. Certains Romains reprocheront à Aetius cette demi-victoire. Ils l'accuseront d'avoir laissé délibérément Aetius en vie. Ce qui peut être possible. Il a chevauché plusieurs fois à ses côtés, il lui doit nombre de ses victoires, il lui doit aussi une partie de sa gloire, et il l'avait sûrement croisé quand il était enfant durant ses années d'otage. Quoi qu'il en soit, Attila part de la Gaule et va saccager l'Italie avec le reste de son armée. Certains pensent qu'il est allé jusqu'au palais impérial demander la main d'Honoria à Valentinien en personne. Ce qui aurait donné ceci. Hey, j'ai brûlé la moitié de ton pays, j'ai tué plein de tes soldats, et finalement tu m'as battu. Tu me files ta sœur en mariage? Oui, mais non. Les dernières années d'Aetius se passent à Ravenne. On pourrait le croire devenu un héros national, il n'en est rien. Ses ennemis tentent de convaincre l'empereur qu'il brigue sa place et Aetius tente en vain de se défendre. Il écrit des mémoires pour son fils Gaudentius. On n'en a plus de traces aujourd'hui, mais cela expliquerait pourquoi Procope de Césarée et Grégoire de Tours en savaient si long sur lui alors qu'ils vécurent 1 voire 2 siècles après lui. Hélas, le 21 septembre 454, Valentinien en personne assassine Aetius. L'historien Procope raconte qu'après son geste, l'empereur aurait demandé à un soldat s'il avait bien ou mal fait.
Et le soldat aurait répondu « Je ne sais pas si vous avez bien ou mal fait, mais ce dont je suis sûr, c'est qu'avec la main droite, vous venez de vous couper la gauche. » Il avait le sens de la répartie, le bonhomme. 6 mois plus tard, Optila et Traustila, deux soldats de la garde d'élite d'Aetius, visiblement d'origine unique ou germanique, On s'en serait pas douté. vengent leur maître et tuent l'empereur. Pourquoi vous a-t-on parlé d'Aetius? Considéré par beaucoup d'historiens comme le dernier des Romains, il a favorisé l'implantation des Francaliens en Gaule. En fait, la France aurait pu s'appeler l'Alanie, la Visigothie, l'Ostrogothie, la Bagodie. Ou tout simplement la Gaule. Ouais. Il a stoppé net l'invasion des Huns et a permis à l'Empire romain de tenir encore à peu près une vingtaine d'années après sa mort. Ces actions, finalement, ont permis de fixer durablement les barbares qui donneront bientôt naissance à l'Europe du Moyen-Âge. Grégoire de Tours le décrivait ainsi. Il était de taille moyenne, d'allure virile, il était convenablement proportionné, car il n'était ni malingre ni obèse. Il avait l'esprit vif, les membres vigoureux, c'était un cavalier très agile, habile à lancer les flèches, alerte à manier la lance, très doué pour la guerre, renommé dans les arts de la paix, pas avare, très peu cupide. Il était doté de qualités de l'âme, ne se laissant pas détourner de sa décision par des conseillers dépravés, acceptant avec une grande patience les injures, ne ménageant pas sa peine, impavide devant le danger, il supportait parfaitement la faim, la soif et l'éveil. Il aurait mis ça en statut mythique, le gars, il aurait pu attraper n'importe qui. Bien sûr, on s'est peut-être trompé. Bien sûr, on n'a pas tout dit sur Aetius, Ça nous prendrait des heures. mais on a trouvé qu'il méritait bien sa place dans Les délaissés de l'histoire. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé notre vidéo, n'hésitez pas à la partager et à aimer. Et si vous n'avez pas aimé, venez me parler.